Bonjour à tous. L'immobilier occupe une place prépondérante dans le patrimoine des Français et pour cause. L'investissement locatif a régulièrement été encouragé par les pouvoirs publics à travers différentes lois fiscales, Robien, Sellier, Pinel ou récemment de Normandie. Pour autant, l'immobilier n'a jamais été aussi taxé et les prix n'ont jamais été aussi élevés. Dès lors, que faire? Quels sont les différents marchés pour intervenir? Quels en sont les avantages ou les inconvénients? Pour nous en parler, un panel d'experts réunis par Maïf Solutions Financières. À ma gauche, Christophe Inizan. Christophe, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes directeur commercial au sein du groupe La Française. À côté de vous, Benjamin Niquez. Benjamin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Serenissimo. En face de vous, Mathieu Navarre. Mathieu, bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Perle. Et pour représenter la puissance invitante, eh bien, nous avons juste à côté de vous Thomas Fayat. Thomas, bonjour Vincent. Bonjour, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Maïf Solutions Financières. Alors, comment notre live va-t-il se dérouler? Nos intervenants vont présenter chacun un type de solution. Tout au long de leur exposé, vous pourrez leur adresser directement vos questions via le module à questions directement sous la vidéo. Vos questions seront relayées dans la mesure du possible par Thomas pendant l'intervention de nos experts. Une fois que chacun d'entre eux se sera exprimé, un nouveau quart d'heure sera imparti à un jeu de questions-réponses. Nous essaierons donc de traiter le maximum de points soulevés. Thomas, je me tourne en premier lieu vers vous. J'aimerais que vous nous indiquiez rapidement quelle est la place de l'immobilier dans les conseils que vous apportez à vos clients. L'immobilier reste aujourd'hui un actif incontournable dans le patrimoine des Français et donc dans celui de nos sociétaires, bien entendu. Dans un contexte économique fluctuant dans lequel les taux des rendements des marchés financiers restent quand même très incertains, la pierre est un secteur résilient qui permet de limiter fortement les fluctuations de son capital. Il a donc une place importante dans notre conseil. Alors, l'immobilier, les Français en sont extrêmement friands, mais est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ? Bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Que vous souhaitiez vous constituer un patrimoine, que vous souhaitiez faire progresser ce patrimoine, que vous souhaitiez préparer votre retraite, vous constituer des revenus complémentaires immédiats, l'immobilier est une solution et on a des solutions pour ça. Et on va même s'adresser aux personnes qui sont déçues de l'immobilier locatif classique, pour ceux qui ont connu les impayés, qui ont connu les vacances locatives, les dégradations et j'en passe. Ces solutions s'adressent aussi à eux. Alors, Maïf Solutions Financières est un préconisateur. Du coup, quels sont les secteurs d'investissement que vous conseillez ? Dans le contexte actuel où les prix de l'immobilier restent très élevés, où l'impact fiscal est quand même très important, on attend aussi une hausse des taux de la Banque centrale européenne. On pense plutôt que la hausse des prix de l'immobilier est derrière nous. C'est pourquoi on va plutôt cibler de l'immobilier distribuant des revenus immédiats ou différés et qui ont pour ambition de limiter la gestion et les aléas locatifs. C'est pourquoi on va plutôt se tourner vers l'immobilier géré par le biais des résidences de services ou de la SCPI. On est aussi très friand de la nue propriété. La nue propriété permet de réduire sa pression fiscale, mais ça permet aussi d'acquérir des logements de qualité, des biens de qualité, avec une forte décote. On va quand même dire un mot sur la loi Pinel, qui est très proposée, très à la mode en ce moment. Pour notre part, Maïf, on est un peu plus réservé sur le sujet. Pourquoi ? Parce que les prix souvent du Pinel sont très élevés, les loyers sont plafonnés, les emplacements pas toujours de qualité. C'est pourquoi lorsqu'on va en proposer, on va être très sélectif. Et surtout, si on a un conseil sur la loi Pinel, c'est de ne pas se laisser aveugler par la carotte fiscale. Vous avez compris, le rôle de la Maïf, c'est d'être sélectif, donc de sélectionner des biens immobiliers, des programmes immobiliers apportés par des partenaires qu'on a choisis pour leur qualité et pour eux aussi leur sélectivité. Alors, on va s'adresser à eux immédiatement. Alors, Thomas, vous avez mentionné dans votre préambule les solutions qui offraient des revenus immédiats et puis celles qui apportaient des revenus de long terme. Alors, je propose qu'on respecte la chronologie. On va d'abord s'intéresser aux solutions qui apportent des revenus immédiats avec vous, Benjamin. Donc, votre spécialité chez Serenissimo, c'est la location meublée en résidence de service. Tout à fait. Vous êtes des experts dans ce domaine. Mais
la location meublée en résidence de service Quesaco. Alors, ce qu'on appelle dans notre jargon interne et professionnel l'immobilier géré, le nom explique assez bien, c'est de l'immobilier dont la gestion est confiée à un professionnel. Contrairement à un appartement classique où vous êtes en rapport direct avec votre locataire, là ce n'est pas le cas. L'exploitation de la résidence est confiée à une société professionnelle, alors qui ne sont pas les mêmes selon les secteurs d'activité, puisqu'on va intervenir tant sur de la résidence étudiante, sur de la maison de retraite, sur de la résidence de tourisme. Et c'est ces sociétés qui vont vous louer au travers de contrats à long terme, généralement 12 ans, une première période de 12 ans, les actifs que vous achetez. Donc vous achetez un appartement dans une résidence pour seniors, par exemple, la gestion va être confié pour les 12 premières années à un professionnel qui va s'engager contractuellement sur un loyer annuel. Donc il n'y a pas les mauvaises surprises, ce que vous évoquiez tout à l'heure, les dégradations, puisque l'entretien de la résidence est à la charge du locataire dans ce cas-là, les loyers impayés, les absences de locataires. Donc vous êtes complètement dédouané des soucis de gestion. Donc ça, c'est une première chose. Et Dieu sait que c'est important dans l'immobilier, puisque quand vous êtes en gestion directe, sans parler d'impayé, le chauffe-eau qui est en panne, tout... Enfin, vous n'avez pas ces tracas-là. On n'a pas ces tracas-là. Donc c'est une première chose. C'est un immobilier qui est resté relativement sage en prix par rapport au reste du marché, qui n'a pas connu une flambée de prix telle que celle qu'on a pu voir ces dernières années, par exemple sur l'immobilier résidentiel. Donc on a encore des rendements qui sont assez intéressants. Comment ça s'explique, ça ? Parce que c'est un marché de niche qui n'était pas forcément très visible et qui n'a pas la concurrence, si vous voulez, par exemple dans le domaine du Pinel, vous avez une élévation des prix qui est due à la fois aux investisseurs, mais également aux accédants à la propriété, puisque un appartement résidentiel, il a deux cibles d'acheteurs, les investisseurs et ceux qui l'achèteraient pour occuper. Dans le cas de l'immobilier géré, nous ne sommes que sur un marché d'investisseurs et sur un marché qui était un marché de niche, donc pas tellement en vue, donc qui est resté assez sage au cours des dernières années. Je ne pense pas que ça continuera éternellement parce qu'on voit d'ailleurs beaucoup aujourd'hui de gros investisseurs qui arrivent sur ce marché parce qu'ils découvrent également que les rendements ils sont encore assez élevés. Donc on a des rendements qui sont satisfaisants. Et comme vous le disiez justement, en France, le rendement c'est une chose, mais quand vous êtes sur de l'immobilier, autant dans le domaine financier, vous avez des enveloppes telles que l'assurance vie, le PEA, qui peuvent être des enveloppes agréables pour vous mettre à l'abri de la pression fiscale. Quand vous détenez un bien locatif en direct, la fiscalité des revenus fonciers est juste terrifiante en France, puisque vous arrivez très vite entre 35 et 60% dans le pire des cas quand on rajoute la CSG plus l'impôt sur le revenu. L'immobilier géré dans le cadre de la location meublée a cette spécificité qu'on a une fiscalité quasi neutre. Donc les revenus qui vous sont versés ne subissent une pression fiscale qui est très limitée pour on va dire 10% en moyenne. C'est à peu près ça pour quelqu'un qui achèterait cash. Ses revenus ne seraient taxés qu'à hauteur de 10% en moyenne. Donc vous avez une fiscalité qui est très très avantageuse, qui ressemble un peu à celle qu'on peut retrouver par exemple dans le cadre de l'assurance vie dans le domaine financier. Donc si je résume les avantages, donc, pour reprendre votre expression, on est dédouané de la gestion. On n'a pas ce souci-là. Et en effet, ça peut être un embarras, un tracas assez important pour tous ceux qui investissent en direct. On a un avantage fiscal, finalement, d'une certaine façon. Ce n'est pas une niche fiscale au sens où on ne réduit pas votre pression fiscale à l'entrée. Vous paierez autant d'impôts après qu'avant. Par contre, les revenus que nous allons vous générer par ce type d'investissement, eux, subiront une pression fiscale extrêmement limitée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on réussit assez facilement sur ce type d'investissement à dégager des rentabilités nettes de fiscalité supérieures à 3%. Oui, dans le contexte actuel, c'est plutôt intéressant. Et ce que vous soulignez aussi, c'est qu'on a une visibilité. On investit sur des secteurs qui sont des secteurs, à 5 grands secteurs, qui sont des secteurs à la fois avec des enjeux économiques forts et des enjeux sociétaux forts. Quand on investit aujourd'hui sur des maisons de retraite, par exemple, je vais vous expliquer que c'est un domaine où les besoins sont juste monstrueux. Quand on investit sur des résidences pour étudiants, vous avez tous remarqué aujourd'hui la difficulté à loger des étudiants. Quand on investit sur des actifs à destination touristique, donc typiquement des résidences de tourisme, je ne vais pas vous rappeler que la France est la première destination touristique au monde. Donc on est vraiment sur des actifs qui répondent à des grands enjeux sociétaux et économiques pour les années qui viennent. Ce sont les secteurs que vous avez mentionnés qu'il faut absolument privilégier, selon vous ? Je pense qu'il
n'y a pas de secteur, j'aime pas trop caricaturer, là c'est un peu le travail des conseillers derrière d'orienter le client en fonction de ses besoins. Vous avez déjà des problématiques d'enveloppe. Si vous avez une enveloppe inférieure à 100 000 euros, bon, vous irez plus facilement sur l'étudiant que sur de la résidence senior dans une grande ville de province où là les enveloppes seront plutôt de 250 000 euros. Il y a également ce que j'appelle les primo-investisseurs. Le premier investissement, des fois on n'a pas envie non plus de mettre une très grosse somme parce qu'on veut découvrir. Puis on a des clients qui disent moi je veux absolument investir par exemple dans les maisons de retraite parce que il y a un enjeu sociétal fort, ça répond à un besoin qui est extrêmement visible. Donc voilà, typiquement sur les maisons de retraite aujourd'hui, c'est plus l'offre qui régule le marché que la demande. Il y a assez peu d'investissements qui sont proposés parce que l'État limite la création de nouvelles maisons de retraite. Donc voilà, donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Les actifs touristiques aujourd'hui sont assez intéressants parce que peut-être un peu moins à la mode que les autres et du coup avec des rendements et des prix qui sont restés encore plus sages que le reste. Donc voilà, Donc c'est au cas par cas en fait. C'est vraiment au cas par cas. Quels sont les points d'attention? Parce que quand on investit, il faut toujours être vigilant. Il y a tout de même, c'est pas que du bénéfice. Je pense que ce que je vais vous dire est vrai pour mon secteur, mais comme tous les autres, avant de regarder le rendement, avant de regarder la beauté de l'immeuble, soyons très rationnels, regardons le prix de l'actif. Un actif qui aura été payé trop cher, il faudra que le marché progresse, que les prix continuent à progresser. Comme vous le disiez assez justement tout à l'heure, je pense que les progressions... Dire qu'il n'y en aura plus, ça fait quelques années qu'on dit que le marché ne progressera plus et il continue à progresser. Donc même les professionnels se trompent, mais on peut en effet penser que les années qui viennent seront plutôt quand même des années où les prix vont avoir tendance à se réguler. Donc celui qui achètera 20% trop cher aujourd'hui, il a un risque à un moment de vendre 20% moins cher. Donc faire très attention au prix auquel on achète. Je le dis souvent, un bon rendement, ce n'est pas un loyer. On ne le constitue pas à partir d'un loyer important. Les loyers sont loyers de marché, qu'on soit dans le domaine du bureau, qu'on soit dans le domaine d'une maison de retraite, qu'on soit dans le domaine de l'habitation. Il y a des normes de marché. Et spéculer qu'on va trouver un locataire qui est prêt à dépenser beaucoup plus que les autres, ça, c'est aller au-devant de grandes désillusions. Donc le rendement, il se fait à partir d'un bon prix et non pas à partir d'un loyer qui serait hors marché. Si vous respectez ces deux éléments, vous ne devriez pas avoir trop de mauvaises surprises. Thomas, est-ce qu'on a déjà des questions pour Benjamin? Ça réagit déjà beaucoup. On a une première question que je trouve intéressante, c'est effectivement, après le premier bail de 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi on fait 12 ans déjà? C'est une petite subtilité du droit français, mais vous savez, quand il y en a des subtilités dans le droit français, c'est qu'un bail, s'il fait plus de 12 ans, ça devient un droit immobilier et non plus un droit mobilier. Et quand vous êtes sur un droit immobilier, vous le savez tous, quand vous achetez une maison, il faut passer au bureau des hypothèques, il faudrait enregistrer le bail et payer une taxe. Et donc, on fait d'ailleurs toujours des baux de 11 ans et 11 mois, 11 ans et 9 mois. On ne va jamais à 12 ans, quelle est la limite? Qu'est-ce qui se passe? La 12e année, typiquement dans le cas d'une maison de retraite, les résidents sont toujours là et donc l'exploitant renouvelle le bail. Alors, il peut y avoir une discussion, parce que c'est de l'immobilier, donc ça... C'est une époque où les intervenants ont trop vendu de l'immobilier comme des produits financiers. L'immobilier a plein d'avantages, mais c'est un actif qui vit et donc qui peut demander des travaux pour être maintenu au goût du jour. Donc il y a une discussion entre les propriétaires et le locataire et l'exploitant, renouvellement du bail, quel que soit le type d'actif. Et les discussions portent assez rarement d'ailleurs sur les niveaux de loyer, parce que si l'exploitant il a pu payer son loyer pendant 12 ans, a priori il n'aura pas de problème pour payer la même chose la 13e année et les années qui suivront. Par contre, il y a des discussions, c'est voilà, il faut refaire la décoration parce qu'on est dans une résidence d'affaires, par exemple, une résidence hôtelière à vocation d'affaires. Au bout de 12 ans, il faut peut-être faire un peu de travaux. Donc là, il y a une discussion entre l'exploitant et les investisseurs pour savoir qui paye quoi. Une autre question, Thomas? Oui, on nous demande, mais comment se passe la revente de ce type de logement? Nous, on a une spécificité sur ce marché, c'est qu'on gère la revente. On a aujourd'hui, depuis le début de l'année, par exemple, le volume d'activité du groupe, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de Sérénissement. Enfin, le groupe contient beaucoup d'autres sociétés. On a une société qui s'appelle LB2S, qui est spécialisée dans le marché de la revente. Et vous voyez, depuis le début de l'année, 75% de nos ventes sont faites sur le marché du neuf et 25% de nos ventes sont faites sur le marché de la revente. Donc des clients de Sérénissimo ou des fois de certains de nos confrères qui souhaitent revendre au bout de X années. Et donc c'est très intéressant pour nous parce que c'est du volume complémentaire. Et je crois on est assez spécifique sur ce marché de l'immobilier d'investissement à destination des particuliers, d'avoir bouclé le système. Nous, on est très contents quand un client vient nous revoir 15 ans après en disant je me revends parce que ça nous fait de l'activité complémentaire et nos intérêts entre lui et nous sont très alignés. Et on nous demande...
est-ce qu'on est obligé de garder le bien 12 ans ? Non, vous pouvez, vu qu'il n'y a pas de niche fiscale, il n'y a pas de délai de détention. Vous pourriez le revendre, ça arrive d'ailleurs, des clients qui ont des accidents de la vie, qui revendent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Rappelons quand même que ce n'est pas le but. L'immobilier comme un investissement à long terme, pour une raison simple, c'est que sur l'immobilier, vous avez les frais de notaire à payer, donc il faut les amortir, et vous avez quand même les frais de transaction, comme dans le cas d'une agence immobilière. Donc ces frais, il faut quand même essayer de les amortir sur quelques années, mais on a une liquidité immédiate, on n'a pas de contraintes fiscales, sachant qu'au niveau de Serenissimo, on a une petite spécificité, tous nos actifs sont couverts par ce qu'on appelle l'engagement liquidité, qui fait que si nos clients étaient obligés de revendre, je crois que c'est les 9 premières années pour un cas de force majeure, divorce, chômage, décès, on a un contrat qui nous couvrirait une éventuelle moins-value. Et dans ces cas-là, LB2S, notre filiale qui gère la revente, revend le bien. Généralement, il n'y a pas de moins-value, mais tant bien même qu'il y en aurait une, on est assuré et cette moins-value serait couverte en cas de revente pour cas de force majeure. On en parlait tout à l'heure, la dégradation. S'il y a dégradation, qu'est-ce qui se passe ? À qui la charge ? Dans le cas de l'immobilier géré, vous ne le savez pas. Si votre appartement a été repeint parce que l'étudiant s'est mal comporté et a fait des petits dessins avec ses copains en cours de longues soirées sur les murs, vous ne serez pas informé. C'est l'exploitant qui fera repeindre quand l'étudiant partira, qui fera repeindre le logement. Donc tout ce qui est charge d'entretien est à charge de l'exploitant. Donc les investisseurs ne le voient pas. Je vous dis, les seuls travaux auxquels ils peuvent être amenés à participer sont des travaux au terme des différents baux pour maintenir l'actif à son niveau d'exploitation maximum. Une dernière question. Une dernière question. Effectivement, vous avez parlé d'immobilier de tourisme tout à l'heure et on nous dit qu'en est-il des rendements sur une location saisonnière de tourisme ? En location saisonnière de tourisme aujourd'hui, a priori, on se dit ça devrait être moins bon que sur de l'étudiant parce qu'on se dit c'est moins loué. Sauf que si vous regardez par exemple aujourd'hui des prix de location de semaine dans les Alpes au mois de février, on est juste sur des niveaux qui sont très très importants et les 15 semaines de location vont ramener des loyers très importants. Et comme je vous le disais, comme c'est des actifs qui sont restés assez sages en termes de prix dans le domaine des actifs touristiques, on a des niveaux de prix et des niveaux de rendement qui en découlent, qui sont plutôt plus élevés par exemple sur la résidence de tourisme que sur l'étudiant. Là, on a par exemple une résidence aux Deux Alpes actuellement. Je crois qu'on doit être à 4,20 de rendement. Ce n'est pas le rendement net, il y a la taxe foncière à payer, je vais revenir à mes 3% de tout à l'heure. Sur de l'étudiant aujourd'hui bien situé, on va plutôt être à 3,70, 3,80. Donc il y a aussi de l'appétit du marché. C'est comme sur tous les marchés, plus les investisseurs veulent aller sur une même catégorie d'actifs, plus ça fait monter les prix et baisser les rendements. Donc c'est là où il y a des choix intéressants à faire avec son conseiller au moment où on investit. Oui, c'est l'offre et la demande. Exactement. Bon, on aura sans doute d'autres questions pour vous, Benjamin. Alors, on va poursuivre cette table ronde. Et pour se procurer des revenus immédiats, il n'y a pas que la résidence de service, il y a également la SCPI, dont la Française est un émetteur réputé, on peut dire même le leader. Oui, tout à fait, Vincent, effectivement, c'est le cas. Christophe, définition d'une SCPI, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors, SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, comme vous le savez aujourd'hui, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est un véhicule d'épargne qui est en train de se développer de manière assez considérable depuis quelques années. C'est ni plus ni moins qu'un moyen d'accès à l'immobilier. On a coutume de dire dans nos métiers qu'il s'agit, la SCPI est à l'immobilier ce que les SICAV sont aux actions. Donc l'idée n'est pas du tout d'opposer l'immobilier en direct ou l'immobilier collectif, puisque c'est de ça dont on parle. On est bien sur la thématique de la pierre-papier. Donc l'investissement collectif où l'investisseur va déléguer à une société de gestion, en l'espèce la française, la gestion de son patrimoine. Donc on se regroupe entre investisseurs, tout finalement. à fait. Comme une super SCI, en quelque sorte, une SCI qui aurait confié la gestion du parc à un professionnel, en l'espèce la française, qui s'occuperait pour le compte de tous les associés de à la fois l'achat en amont du patrimoine, ce que nous appelons dans nos métiers le sourcing, j'identifie les actifs, mais aussi la gestion, donc en cours de vie de la SCPI, et puis surtout, bien sûr, dans les arbitrages, puisqu'on le verra tout à l'heure probablement, une SCPI, elle vit, il y a une gestion active du patrimoine afin de maintenir le patrimoine aux dernières normes et surtout au niveau de la demande des entreprises locataires, puisque la performance des SCPI est étroitement corrélée au loyer que versent les locataires, qui sont principalement des entreprises. C'est l'une des autres particularités de l'univers des SCPI, qui est principalement composé de SCPI dites d'entreprise. Donc, comme je le cite, il s'agit d'accéder à de l'immobilier d'entreprise, qui est difficile traditionnellement pour un particulier.
Autrement dit, lorsque vous avez des très gros moyens, rien ne vous interdit d'aller investir sur l'immobilier de bureau ou du commerce en direct. Mais la majeure partie des investisseurs qui font confiance à la Française pour investir en SCPI aux côtés de la Maïf, ce sont des investisseurs qui viennent chercher l'expertise de la société de gestion pour s'exposer à des classes d'actifs qui sont historiquement relativement rentables. On y reviendra dans un instant, bien évidemment. Et diversifier leur patrimoine de cette façon en s'exposant à l'immobilier de bureau, d'entreprise. Alors complètement. L'idée, c'est que l'immobilier d'entreprise, de tout temps en quelque sorte, a été considéré comme plus rentable que l'immobilier résidentiel et était plutôt réservé à des investisseurs institutionnels. Les fonds d'investissement, les banquiers, les assureurs sont exposés à l'immobilier d'entreprise depuis très très longtemps. Là, on va parler d'une classe d'actifs qui est principalement composée de bureaux, de commerces, de locaux d'activité et d'entrepôts. Et on voit bien que lorsqu'on épelle la composition du marché de l'immobilier d'entreprise, on parle essentiellement des entreprises. Donc quand vous investissez en SCPI, il faut que vous ayez une conviction que ce marché-là va être porteur dans les années à venir. On investit en immobilier, mais on investit aussi dans les entreprises. Et ça, c'est très important à avoir à l'esprit que la performance va être étroitement corrélée au comportement de l'économie. Et il s'avère qu'en 2019, pour parler de moment où on se voit, on est quand même dans un scénario, dans un cycle économique qui est assez porteur pour ce segment-là, parce que les performances délivrées par ce véhicule sont relativement intéressantes. Si on doit énumérer les avantages, on a la délégation de gestion, là encore une fois. Alors, dans les avantages, le premier d'entre eux, Vincent, si je peux me permettre, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que là, on parle de véhicules qui sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros. On y reviendra tout à l'heure, mais on a une SCPI qui s'appelle Pierre-Val Santé, pour ne pas la nommer, qui est accessible à partir de quelques centaines d'euros. Et donc c'est ouvert à toutes les bourses. Exactement. Vous allez accéder vraiment à de la gestion professionnelle à partir de quelques centaines d'euros. L'autre élément, et c'est très important dans les métiers du conseiller en gestion de patrimoine et dans la gestion d'actifs, c'est la diversification. Puisque bien évidemment, vous pouvez investir sur l'immobilier direct, mais traditionnellement, vous investissez sur un bien. Là, en l'espèce, lorsque vous investissez sur une SCPI, elle-même va acheter de multitudes d'immeubles et va vous permettre d'accéder à de multiples locataires. Donc, accessibilité, diversification, mutualisation des risques, puisque bien évidemment la performance de la SCPI ne sera que très peu impactée par l'éventuelle défaillance d'un des locataires. Donc ça, c'est le principe de la mutualisation, qui est un élément vraiment très intégré à l'univers des SCPI. Et puis l'autre élément, qui est assez proche de ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est l'absence de souci de gestion, puisque bien sûr, vous l'aurez compris, vous allez déléguer la totalité de la gestion à un professionnel qui va s'en occuper à votre place en totalité, du moment où vous rentrez dans l'investissement jusqu'à la sortie, bien évidemment. Et en cours de route, s'il y a des travaux à faire dans le patrimoine, s'il y a des soucis avec des locataires, s'il y a des investissements effectués, des travaux à provisionner, la société de gestion s'en occupe. Qui est au front, qui va au front. Tout à fait. Bon, le produit est intéressant. Vous avez souligné l'accessibilité qu'il offre au marché immobilier, même à des portefeuilles assez limités. Quels sont les points d'attention quand on sélectionne une SCPI ? Alors, ce marché s'est effectivement beaucoup développé depuis quelques années. On est sur des volumes de collecte qui sont records. Donc, il faut être attentif. À mon sens, premier élément, la société de gestion. Vous avez beaucoup d'acteurs qui rentrent sur ce marché-là, qui traduit l'appétence de beaucoup d'investisseurs, mais il faut quand même s'assurer que la société de gestion a la compétence, l'historique, qu'on appelle le track record dans nos métiers, et la capacité à investir dans de bonnes conditions. Typiquement, on va y venir dans un instant, lorsque vous investissez sur une SCPI qui elle-même investit dans des pays à l'étranger, en Allemagne pour ne pas les nommer, de notre point de vue, c'est intéressant de s'assurer que la société de gestion a des équipes en local. Parce qu'il n'est pas tout à fait identique d'investir depuis Paris ou depuis la France à l'étranger que de le faire en local. Donc à la française, en tous les cas, nous avons décidé d'opérer depuis l'Allemagne, pour parler de ce pays qui est un des moteurs de l'économie européenne, sur place, en ayant une quinzaine de personnes en local qui nous permettent de sourcer dans de bonnes conditions. Je crois que c'est un argument que peuvent entendre tous les particuliers qui se sont risqués à l'investissement en direct à l'étranger. Mais au même titre que sur l'immobilier direct, il faut se rendre sur place. Je pense qu'il faut, en immobilier, être assez proche de son investissement, au travers de l'investissement direct ou en s'assurant que la société de gestion est elle-même sur place. L'autre élément où il faut être attentif, c'est, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas la collecte qui va commander les investissements. En tous les cas, dans nos métiers, c'est tout à fait l'inverse. Les politiques d'investissement vont être déterminées en amont
Donc nous allons identifier par exemple 500 millions d'euros pour l'exercice 2019 et avec ces 500 millions d'euros qui vont être identifiés, nous allons ouvrir la collecte à cette hauteur pour éviter un effet bien évidemment qu'on connaît très bien dans nos métiers qui est l'effet dilutif. Donc il faut pour maintenir le niveau des performances des SCPI qui est relativement intéressant, aujourd'hui s'assurer que la société de gestion est assez prudente dans sa politique d'investissement. Alors je pense que c'est un point que vous devriez développer un petit peu parce que là vous parlez comme un professionnel que vous êtes, mais pour un particulier c'est peut-être un peu nébuleux. C'est-à-dire que vous fixez un budget d'investissement et à partir de ça vous ouvrez les vannes pour la collecte, c'est bien ça? Il faut bien avoir à l'esprit que lorsqu'on délivre des performances qui pour l'année dernière sont autour de 5% sur les SCPI de Pierre Val Santé pour ne pas la nommer, ça signifie qu'on va devoir investir nous en amont sur des actifs autour de 6% et plus. Or, pour maintenir une qualité, vous vous doutez bien que les actifs à 6% et plus, il n'y en a pas autant qu'on le souhaiterait. Donc on est obligé de cantonner la politique d'investissement à des niveaux qu'on détermine comme acceptables pour maintenir la performance des investisseurs qui vont rentrer dans les SCPI. Donc ça, cet élément-là, il est essentiel dans la mesure où vous avez sur la place des acteurs qui collectent et qui se préoccupent dans un second temps de trouver les investissements idoines. Donc le vrai risque, c'est que la société de gestion collecte n'ait pas les investissements en face et soit contrainte, puisque la loi lui impose, d'investir la collecte sur des produits monétaires qui, bien évidemment, ne vont pas du tout avoir le même niveau de rentabilité que l'immobilier qui délivre du 5 ou du 6%. Donc quand on est investisseur, donc ça c'est un point absolument à surveiller. Extrêmement important. L'autre élément, bien évidemment, c'est le track record de la SCPI en tant que tel. Lorsque vous êtes un investisseur SCPI, ce que vous venez chercher, c'est la très faible variation de la performance, donc la très grande stabilité. Donc à ce titre, il faut regarder les performances passées pour savoir si la société de gestion, dans la gestion de la SCPI concernée, a été capable d'être relativement stable dans la durée et pour éviter les à-coups qui sont l'un des principaux atouts de ce véhicule d'investissement à mes yeux. Alors il y a eu une très forte collecte sur l'immobilier de bureau depuis plusieurs années, ce qui a fortement réduit, ça a été la conséquence logique, les rendements des actifs dits prime, c'est-à-dire les bureaux en centre-ville. Du coup, vers quel secteur peut-on se tourner pour retrouver du rendement quand on investit via les SCPI? Alors, sur les SCPI que vous qualifiez de bureaux, que nous on appelle notamment diversifiés, qui sont le cœur du marché des SCPI aujourd'hui, je me permets quand même de préciser que les rendements actuels sont relativement encore intéressants. Mais vous avez raison de dire que l'immobilier d'entreprise a connu une progression significative et qu'aujourd'hui, dans le QCA, à Paris, typiquement, vous avez des actifs de bureaux qui délivrent du 3%. Donc il n'est pas anormal que beaucoup d'investisseurs cherchent à aller chercher du rendement sur d'autres segments. Aujourd'hui, la Française a décidé de proposer, au travers d'une SCPI qui s'appelle Pierre Val Santé, d'accéder au marché de l'immobilier de santé. Alors, en diversification certes, mais aussi pour d'autres motifs qui tiennent à des phénomènes sociétaux profonds qu'on connaît très bien, je dirais malheureusement dans l'Europe continentale, qui sont liés au vieillissement de la population. Vous rejoignez Benjamin en la circonstance. Tout à fait, et c'est souvent le cas d'ailleurs. La baisse de la natalité, qui va amener la chose suivante, c'est qu'en 2050, donc c'est relativement proche quand même, un Français sur 3 aura plus de 65 ans, et il va bien falloir trouver des solutions pour traiter les parcours de santé de la population vieillissante. L'autre élément qu'il faut avoir à l'esprit quand même pour illustrer mon propos et pour être très concret et pour être synthétique, c'est qu'aujourd'hui un enfant qui naît sur deux, et plus particulièrement une fille qui naît sur deux aujourd'hui, sera centenaire. Donc on voit bien que la société n'a pas encore trouvé une solution au niveau public pour apporter des réponses concrètes. C'est la raison pour laquelle les investisseurs privés ont toute leur place sur ce marché pour soutenir ce besoin qui va être un besoin extrêmement important dans les années à venir. Donc la Française, effectivement, a décidé d'intervenir sur ce marché, tant en France d'ailleurs qu'en Allemagne, je l'évoquais tout à l'heure, puisque la SCPI Pierre Val Santé permet d'accéder à de l'immobilier de santé en France et en Allemagne. Mais comme il nous a semblé important de compléter le dispositif, puisque lorsque vous êtes un investisseur, vous pouvez le faire, vous en avez longuement parlé, pour aller chercher de la performance, mais aujourd'hui, ça nous semble important de le faire de manière socialement intelligente. Et donc, nous avons décidé également de faire de cette SCPI, qui est la seule SCPI pure immobilier de santé, en quelque sorte, du marché français, également une SCPI solidaire, qu'on appelle, nous, fonds de partage. Autrement dit, vous pouvez à la fois aller donc chercher de la performance, qui l'année dernière a été autour de 5% pour mémoire, tout en faisant un don
au profit de la recherche de l'Institut Cerveau-la-Moelle-Épinière à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, du professeur Saillant, pour ceux qui le connaissent, pour notamment les aider dans la recherche sur les maladies neurodégénératives. Alors, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais c'est vrai que le vieillissement s'accompagne du développement des maladies comme Alzheimer, et il faudra traiter ces maladies. Et donc, le professeur Saillant dirige l'ICM, qui est un centre de recherche reconnu mondialement, pour espérer trouver des solutions à cette problématique. En tout cas, là, vous proposez donc une SCPI qui permet de jouer une tendance macroéconomique lourde. Extrêmement puissante, tout à fait. Thomas, on a des questions pour notre ami Christophe ? Un petit peu la même qu'à Benjamin tout à l'heure, c'est quid de la liquidité? Est-ce que l'établissement financier, la société de gestion, s'engage-t-elle à racheter ses parts à l'investisseur? Alors non. Pour être très clair, la liquidité d'une part de SCPI s'articule de la manière suivante. Lorsque vous êtes vendeur, donc, vous adressez un ordre de retrait à la société de gestion qui va compenser votre sortie par l'entrée d'un nouvel associé. Donc il y a une liquidité qui est organisée, mais qui n'est pas garantie en tant que telle. Aujourd'hui, Pierre Val Santé, pour rassurer tout le monde, le délai de revente, entre le moment où vous allez adresser l'ordre de vente à la société de gestion et le moment où vous retrouverez l'argent sur votre compte, c'est 1 mois. Donc en l'espèce, puisqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais en aucun cas, la société de gestion ne rachète les parts. C'est une confrontation qui est opérée entre des acheteurs et des vendeurs. Combien de temps la conserver? Alors, l'autorité qui nous contrôle conseille 9 ans. Par expérience à la française, et je le sais aussi par expérience personnelle dans les relations que nous avons avec la Maïf, lorsque vous rentrez dans l'investissement SCPI, soit en tant que primo-investisseur, soit parce que vous appréciez le produit, souvent vous y restez très très longtemps. Il y a très peu de gens qui sortent du véhicule, qui a un vrai confort dans la gestion, puisque je vous rappelle que vous percevez vos revenus sans quasiment rien faire par virement tous les trimestres. Le taux de rotation du portefeuille de la française, il est de 0,5%, ce qui est très très faible. Donc j'aurais tendance à dire, dès lors que vous avez besoin de revenus, il faut garder le plus longtemps possible. Mais si on devait revenir à des choses très concrètes, c'est un investissement immobilier. Donc une quinzaine, voire une vingtaine d'années me semble quelque chose de tout à fait cohérent aujourd'hui. De toute façon, après, je prends un petit peu ma casquette Maïf et dire effectivement, nous, dans notre conseil, on est toujours à 10 ans, quelle que soit la typologie d'immobilier, 10 ans minimum pour l'investissement immobilier. La SCPI est-elle taxable à l'IFI? Oui, tout à fait. C'était évoqué tout à l'heure, c'est une des avantages qu'a apporté notre gouvernement sur l'immobilier. Donc c'est taxable à l'IFI, mais il y a des stratégies pour contourner cette problématique. Je pense que ce sera évoqué tout à l'heure, mais sachez que, sans déflorer le sujet, les SCPI, y compris Pierre Val, peuvent également se démembrer. Donc ça permet aussi, au travers des solutions patrimoniales qu'apporte Maïf Solutions Financières, de contourner cette problématique le cas échéant. Et peut-être une dernière question, elle me semble assez judicieuse. Est-il judicieux de faire appel à un prêt pour financer une SCPI? Je ne vais pas me substituer à Maïf Solutions Financières, mais il est certain que lorsque vous avez des véhicules d'investissement qui délivrent, comme Pierre Val Santé en 2018, des rentabilités de 5% net, et que vous avez des taux d'emprunt qui aujourd'hui n'ont jamais été aussi bas et qui continuent à baisser, l'effet de levier à emprunter à 1,5% pour placer de l'argent à 5%, ça peut sembler être quelque chose à regarder. Mais cela va dépendre bien évidemment de votre situation patrimoniale. Et ça, je vous laisse plutôt le soin de juger de la pertinence. J'imagine qu'on aura d'autres questions pour Christophe tout à l'heure. On vient de voir 2 façons d'obtenir des revenus immédiats via l'immobilier, mais comment dégager des revenus de long terme, ou à long terme plutôt. L'une des façons d'y parvenir, c'est le démembrement, ou l'autre façon d'appeler ça, c'est l'investissement en nue propriété. Alors Mathieu, chez Perle, vous ne faites que cela, vous en êtes même les créateurs, on peut dire. Absolument. Alors quel est le principe du démembrement ? Alors vous l'avez évoqué, il y a déjà 2 mots pour en parler, démembrement ou investissement en nue propriété. Derrière ces mots qui ont une forme de complexité, en réalité se cache un système qui est très simple. Investir en nue propriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un bien immobilier, alors que ce soit de la VFA ou de l'immobilier existant, dont on sera bien propriétaire, donc un bien que j'ai choisi, que je posséderai, mais sur lesquels l'investisseur n'aura pas l'usage pendant une période de minimum 15 ans. C'est la loi qui nous l'évoque, bien qu'on puisse sortir entre-temps. Alors ça veut dire quoi, ne pas avoir l'usage de ce bien? Ça veut dire ne pas avoir la gestion. Mais ça veut aussi dire ne pas percevoir les revenus dans le temps.
La contrepartie immédiate de ce système, c'est qu'on achète avec une décote qui est de l'ordre de 40% de la valeur du bien, qui évolue en fonction des projets, et qui vaut ni plus ni moins que l'ensemble des revenus que j'aurais perçus si j'avais eu cet usage dans le temps. Donc en réalité, je perçois tous mes revenus à l'entrée, 15 années de revenus, sous forme de réduction du prix d'acquisition. Je n'ai pas la gestion pendant 15 ans et je récupère ma propriété à terme, et donc je peux conserver, vendre ou mettre en location. Très simplement. Le démembrement, c'est bien ça. D'un côté, on a la nue propriété. Absolument. La propriété du bien. Et on n'a pas l'usufruit, l'usage. Absolument. Et après, on a le remembrement au bout de... Au bout de 15 ans. 15 ans, c'est bien le remembrement. Je peux néanmoins sortir à tout moment sur un marché secondaire qui est excessivement liquide. Alors, les avantages de ce système, vous l'avez dit, c'est d'abord la décote. Alors, premier avantage, c'est la décote. C'est comment est-ce que je peux sécuriser mes revenus à l'entrée. L'objectif premier, c'est bien celui-là, c'est de percevoir ces revenus, mais d'entrée de jeu, et sous forme de réduction du prix d'acquisition, mais donc non taxé. Donc se pose la question, est-ce que je préfère percevoir des revenus dans le temps et taxés, ou est-ce que je les préfère immédiatement sous forme de stock, donc réduction du prix d'acquisition, et donc non soumis à l'impôt. Ça, c'est le premier avantage. Percevoir et sécuriser 100% de ces revenus non taxés à l'entrée. Ensuite, évidemment, il y a le deuxième avantage majeur, c'est l'absence de gestion dans le temps. Je ne m'occupe de rien. Je m'occupe de rien, pourquoi ? Parce que c'est un bailleur institutionnel qui a acheté cet usage, autrement dit cet usufruit, et qui va s'occuper du bien dans le temps. Si je n'ai pas l'usage, en revanche, c'est bien que le bailleur va s'occuper des travaux. C'est lui qui aura les petits et les gros travaux à sa charge, qui finalement va s'occuper de tout dans le temps. Donc je suis vraiment déchargé des coûts annexes. Décharger des coûts annexes, néanmoins je conserve la performance. Parce que c'est le troisième grand avantage. Si j'achète avec une décote de l'ordre de 40%, le simple rapport de passer de 60, finalement une valorisation de 60 à l'origine, à 100 au terme de 15 ans, si je le vois en investissement en fonds propres par exemple, sans avoir recours au crédit, on parle d'un placement à 3,46% de rendement net. Net pourquoi ? Parce que la revente et la plus-value n'est pas fiscalisée à valeur constante, je suis exonéré de plus-value. Je rajouterai un dernier avantage qui est très simple, c'est que si moi investisseur, je perçois des revenus fonciers par ailleurs, sur de la SCPI de rendement par exemple, ou sur de l'immobilier que je possède, et que j'achète de la nue propriété à crédit, je vais pouvoir défalquer l'ensemble des intérêts générés de mes revenus fonciers. Donc je vais chercher une performance supplémentaire. Donc c'est une manière d'acheter de l'immobilier avec une décote. Avec une décote importante de l'ordre de 40%, absolument. Ça s'adresse à tout le monde ? Le spectre de clientèle est excessivement large, aussi bien auprès de plus jeunes qui veulent se constituer un patrimoine. Aujourd'hui, les lots que l'on propose, on est sur des territoires tendus, mais néanmoins l'idée de rentrer sur ces marchés avec des décotes de l'ordre de 40% fait qu'on est capable, au moment où on se parle, de rentrer sur des marchés niçois, lyonnais et périphérie parisienne à partir de 80-90 000 euros. Et puis on monte beaucoup plus haut sur des cœurs de villes, parisiens, lyonnais, etc. Mais donc ce qui veut dire une accessibilité et finalement extrêmement forte à l'entrée, donc des personnes plus jeunes qui voudraient se constituer finalement un patrimoine, préparer leur retraite, des personnes qui auraient un patrimoine déjà constitué, des revenus fonciers déjà présents. Et puis j'ajouterai un dernier avantage pour des investisseurs peut-être plus âgés et qui voudraient investir avec une vocation de transmission. J'achète et je transmets ma nue propriété. On verra si le temps nous le permet, mais en tout cas, il est important de noter qu'il y a une décote importante sur les droits et sur la taxation lorsque je donne une nue propriété. Les points d'attention quand on passe par ce type d'investissement? Je rejoindrai Benjamin, en tout cas, sur les idées de localisation et de valeur de choses. D'abord, Perle attache une importance extrêmement forte à être sur des territoires tendus. Ce que j'entends par territoire tendu, ce n'est ni plus ni moins que des territoires sur lesquels l'offre du moins l'offre est complètement inférieure à la demande qui est extrêmement importante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Paris, Première Couronne, l'arc atlantique, le bassin méditerranéen et les grandes métropoles comme Lyon, Bordeaux. Ça, c'est une première notion d'attention en termes de positionnement. La deuxième, en termes de valorisation, évidemment, que la valeur d'origine en pleine propriété, avant décote, soit la bonne valeur. Et ça, on s'engage véritablement de la même manière à ces valorisations. Avec quel budget peut-on investir ?
À partir de 80 000 euros, valeur de la nue propriété, et puis on monte jusqu'au million d'euros sur des territoires notamment parisiens. Thomas, j'imagine que là, il y a pas mal de questions. Tout à fait. Toujours sur la revente, que se passe-t-il si on revend pendant les 15 ans, ou en tout cas la durée d'usufruit? Alors de la même manière, ce n'est pas une loi fiscale. Le démembrement de propriété, c'est du code civil, c'est l'Empire napoléonien. Qui dit que ce n'est pas une loi fiscale dit que je peux revendre à tout moment sans que j'ai un rattrapage sur l'avantage économique ou fiscal que j'ai pu acquérir. On organise un marché secondaire chez Perle qui est très liquide. Ça représente une trentaine de logements chaque année pour 1 millier de lancements sur le marché. Pourquoi ça reste à la marge? Évidemment parce que ça concerne bien souvent des accidents de la vie et que pour cette logique d'avantage en termes de plus-value à terme, il y a tout intérêt à conserver jusqu'au bout. Parce que quelle est la fiscalité si on revend avant le terme? Alors, si on revend avant le terme, vous avez raison, autant au terme, j'ai cet avantage de retenir comme valeur d'acquisition la pleine propriété, donc la valeur pleine finalement du bien. Si je revends avant le terme, je dois repartir de ma valeur d'acquisition, c'est-à-dire la valeur de la propriété sans l'usage, la nue propriété. D'accord. Oui, tout à fait. On dit, et si l'usufruitier fait faillite, qu'est-ce qui se passe? J'ai presque envie de répondre formidable. Formidable. Alors pourquoi formidable? Pour une raison très simple, c'est que si l'usufruitier disparaît, son usufruit disparaît avec. Et donc le propriétaire devient propriétaire, ou plein propriétaire en tout cas, beaucoup plus tôt. Dans les faits, c'est rarissime. D'abord, et ça n'est jamais arrivé. Pour une raison très simple, c'est qu'on travaille avec des institutionnels étatiques, donc du 1% logement, du PLS, des résidences de fonctionnaires. Donc nous ne sommes pas à ce niveau de faillite et c'est fort heureux. Alors on va pouvoir passer, je pense, au jeu de questions-réponses. Donc si vous avez encore de nouvelles questions, n'hésitez pas à les adresser. Thomas, on ouvre le feu avec une question pour qui? Pour Mathieu, à nouveau. Est-ce que je ne risque pas de récupérer mon bien dégradé? Alors c'est une bonne question parce que j'aurais pu l'évoquer en effet. Tous nos contrats imposent aux bailleurs une remise en bon état d'habitabilité à terme. C'est-à-dire qu'il y a une liste de travaux qui est stipulée contractuellement et qui apparaît à l'acte, qui est budgétée dès l'origine et qui est injectée dans les 2 dernières années qui vont précéder la restitution au propriétaire de son bien vide. Et donc intégralement remis en état. D'accord. Et à nouveau, pour Mathieu, qui sont les usufruitiers? Les usufruitiers sont des bailleurs institutionnels dont l'État est au capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du 1% logement des entreprises, donc toutes les entreprises qui collectent au 1% logement. Ça veut dire des résidences de fonctionnaires. On a travaillé notamment avec la Caisse des dépôts, avec le groupe SNI, qui est un bailleur important pour nous. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, on parle de plafond PLS. C'est les plus hauts plafonds de revenus nécessaires pour être logé par un bailleur institutionnel aujourd'hui sur le territoire. D'accord. Et est-ce que l'immeuble est dédié à la nue propriété? Pas forcément. 90% de nos réalisations sont ce qu'on appelle du diffus, c'est-à-dire qu'on nous achetons et on propose à nos investisseurs une partie de l'immeuble sur un ensemble. Donc quand on parle par exemple d'un immeuble réalisé en VFA, on propose, il y a une partie qui est proposée en accession, une autre pourquoi pas en Pinel et une dernière en nue propriété. Alors quelles sont, là c'est une question pour Christophe, on nous demande quelles sont les prévisions pour les SCPI. Et puis ça rejoint, et puis pour l'immobilier géré. Donc on a une double question qui s'adresse à la fois à Christophe et à la fois à Benjamin. Je laisse Christophe répondre en premier. Sur les SCPI, on a coutume de ne pas donner de prévision, mais pour être précis, on devrait être sur les SCPI dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Pierre-Val Santé, sur des niveaux très très proches de ce qui a été délivré en 2018. Donc en 2018, nous avons, pour mémoire, distribué 5%. D'accord. Et Benjamin ? Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on est sur un marché qui est un marché de niche qui commence aujourd'hui à intéresser les gros investisseurs institutionnels. Donc une demande qui va être plus forte et une demande qui va être plus forte, ça risque de faire monter les prix. Alors tant mieux pour ceux qui auront investi parce que ils feront des plus-values. Dommage pour ceux qui n'auront pas encore investi parce que demain ils investiront avec des rendements plus faibles. Grosso modo, on anticipe sur notre marché de l'immobilier géré une diminution des rendements. Alors pas brutale, mais au fil de l'eau, elle a déjà commencé depuis quelques années, mais qui va continuer à s'accentuer dans les 5 à 10 prochaines années.
sous condition que les taux d'intérêt restent aussi bas. Il ne faut pas l'oublier, on est tous quand même très liés aux taux d'intérêt et qu'on a un scénario à faire là-dessus. Bon, on voit que les taux d'intérêt, pour le moment, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on dit qu'ils vont remonter et 5 ans ou 6 ans que régulièrement les médias titrent sur des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Je crois que ça a encore été le cas le mois dernier où on a annoncé des taux à 15 ans à moins de 0,80 pour certains bons dossiers d'emprunteurs. Je vais la poser à Benjamin parce que je sais que Serenissimo de temps en temps propose du Pinel. On nous demande, est-ce que le dispositif Pinel vaut encore le coup ? Je ne pense pas qu'il y ait de problème de dispositif. Il y a un problème de revenu foncier en France. C'est-à-dire que le dispositif Pinel, le problème, c'est que dès que vous passez en revenu foncier positif, vous êtes extrêmement taxé. Mais ça, c'est la règle du revenu foncier, que ce soit sur l'immobilier collectif type CPI, sur l'immobilier résidentiel ancien. Le revenu foncier est extrêmement taxé, contrairement à ce qu'on peut faire dans le cadre de la location meublée. La vraie problématique aujourd'hui, c'est que vous avez une réduction d'impôt, si je ne me trompe, qui est de 21% sur 12 ans maximum, mais que la demande est telle actuellement qu'on peut craindre que vous ayez des moins-values latentes, les prix du neuf étant tels, qui soient des fois nettement supérieurs à la réduction d'impôt que vous captez à l'entrée. Donc si c'est capté une réduction d'impôt de 21% pour avoir une moins-value latente de 25 ou 30% qui se balade, et alors ça, je dirais, c'est le bon sens. À un moment, l'immobilier a cet avantage, c'est qu'à un moment, ça reste quand même... Alors l'immobilier, tout le monde connaît en France, parce que tout le monde a loué, acheté. C'est pas toujours si simple que ça, mais aujourd'hui, on a quand même des outils technologiques, notamment sur Internet, qui permettent d'avoir une très bonne idée du prix d'un appartement dans une rue donnée. Moi, je dis toujours la même chose dans le cas du Pinel. Comparé à un immeuble qui a 10 ans, on vous propose un programme neuf dans une rue, cherchez dans cette même rue un appartement qui a une dizaine d'années en revente et comparez les prix. Si vous avez un écart de 5 à 10%, ça se défend. Quand vous avez un écart, comme on peut le voir certaines fois aujourd'hui, de plus de 40%, vous savez que typiquement, vous allez perdre de l'argent. Donc voilà, il n'y a pas un problème de Pinel, il y a un problème de sous-jacent avec des actifs aujourd'hui qui sont très chers. Alors, le marché a tendance à dire que c'est les promoteurs qui se mettent la marge dans la poche. C'est absolument faux, en fin de compte. C'est que la demande étant tirée par les dispositifs fiscaux type Pinel, ça fait monter les prix et ça fait particulièrement monter les prix des terrains. Et donc, les actifs valent de plus en plus cher. Et à un moment, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe. Il y a certainement aujourd'hui, en France, de très bonnes opérations à faire en Pinel, mais c'est assurément le marché sur lequel il faut être le plus regardant parce que, voilà, les moins-values latentes peuvent être importantes. On nous demande effectivement sur la fiscalité de la location meublée, est-ce une niche fiscale et quelle est la stabilité de ce régime ? C'est pas une niche fiscale, alors là on n'est pas sur le code civil, hein, c'est un article du Code général des impôts qui date je crois de 1948, donc vous voyez on est... La niche fiscale, en fin de compte, est un système dérogatoire par rapport aux articles classiques du Code général des impôts. Et la location meublée n'est pas un système dérogatoire, c'est un régime fiscal particulier dans le cadre du Code général des impôts pour tout logement meublé. Donc, il n'y a pas de menace connue. Voilà, c'est pas une loi à durée de vie limitée. Elle existe depuis 1948. Alors, vous dire qu'elle sera d'une stabilité perpétuelle, je ne prendrai pas l'engagement. Je pense que personne aussi ne prendrait l'engagement sur la stabilité perpétuelle de la fiscalité française. À ce jour, aucune alerte et système particulièrement stable. Sachant que faut toujours regarder au niveau de la stabilité fiscale, c'est ce qu'ont à gagner les pouvoirs publics. Les niches fiscales coûtent extrêmement cher, on en parle beaucoup actuellement. Un système comme l'ULS, le démembrement avec des bailleurs sociaux, comme la location meublée, sont des impacts fiscaux, mais sur très longue durée. Donc quand vous savez que le ministre du Budget, son problème, il est à 3 ans, expliquer qu'il va aller supprimer une loi et la remplacer par une autre pour avoir un gain budgétaire à 15 ans, ça intéresse pas grand monde à Bercy. On nous demande aussi, est-ce que certains contrats de l'MNP prévoient un rachat du bien à un montant défini à la signature du contrat ? Alors, attention au rachat garanti, entre guillemets, parce que ça peut paraître toujours quand même bizarre que quelqu'un externalise un actif pour vous dire « je le rachèterai dans 12 ans ». Alors, tout en vous disant ça, on a chez nous quelques exceptions d'exploitants qui, dans certains domaines, à un moment, vous savez qu'une entreprise, elle peut s'endetter, et à un moment, les banquiers lui disent « vous êtes arrivé à un endettement maximum ». Et là, nous, on a des exploitants qui, de temps en temps, nous cèdent des actifs, donc on les vend à des particuliers, et l'exploitant, par contre, a une option pour le racheter à 12 ans,
parce qu'il sait qu'à 12 ans, il a un plan de désendettement et il aura payé une partie de ses actifs. C'est extrêmement rare et on accepte de le faire uniquement avec des exploitants qui ont des très 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 grosses capitalisations, parce que j'ai vu quand j'ai commencé dans ce métier des garanties de rachat qui étaient données par des SARL à l'époque au capital de 50 000 francs. Non, ça ne vaut rien. Donc attention aux garanties de rachat, je vous dis, nous sur... Je crois qu'on a dû vendre pas loin de 60 000 logements meublés sur les 25 dernières années. Je crois qu'on a dû avoir moins de 1000 avec une garantie de rachat. Voilà. Et on nous demande quelle est la fiscalité de la SCPI ? Alors pour la partie française, fiscalité des revenus fonciers, comme cela a été très justement rappelé, prélèvements sociaux inclus, bien évidemment. Pour la partie Pierre-Val qui est exposée en Allemagne, il y a le bénéfice de la fameuse, enfin pour nous en tous les cas, convention franco-allemande de 1959, qui prévoit une imposition relativement attractive, puisqu'il y a une imposition sur les revenus fonciers perçus en Allemagne au forfait local de 15,83. Et lorsque le client devenu associé de la SCPI va rapatrier ses revenus dans sa déclaration en France, il va bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc sur Pierre-Val Santé, il y a 50% à peu près de fiscalité franco-française et environ 50% de fiscalité que je vais qualifier d'allemande. Ce qui revient à dire que sur un rendement de 5% affiché, le net fiscal pour l'investisseur va être autour de 3,50 environ, selon la TMI bien évidemment. D'autres questions ? On a des questions un peu plus d'ordre personnel, mais on a une personne qui dit j'ai dépassé 55 ans, vers quoi me tourner pour assurer ma retraite ? J'ai envie de vous dire que ça va dépendre de sa situation, de sa fiscalité, de ses objectifs, de son âge de départ à la retraite. Et effectivement, chacune des solutions peut être envisageable. Après, c'est en fonction de sa situation. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Donc plutôt des questions personnelles qui restent là. On nous demande s'il faut aller vers le De Normandie plutôt que le Pinel. Le De Normandie est assez jeune, donc je pense que là il faut voir les opportunités, mais c'est à étudier en tout cas. Et pour le moment c'est tout. Alors, on va considérer que ce chat est parvenu à son terme. Alors, si vos questions n'ont pas été traitées, notamment les questions personnelles, rassurez-vous, vous pouvez prendre contact, évidemment, avec un conseiller de Maïf Solutions Financières qui répondra à vos questions. Vous pourrez retrouver sous peu ce live en replay sur le site de maif.fr dans la rubrique Conseil patrimonial, c'est bien ça, C'est Thomas ? bien ça, exactement. Eh bien voilà, c'est fini. Merci à vous tous, messieurs, et puis merci à vous pour votre écoute attentive.